Aujourd'hui, on va faire d'une pierre deux coups. D'un côté, je vais vous montrer comment se passe le voyage d'un influenceur et de l'autre côté, on va parler d'un sujet qui je sais vous intéresse beaucoup, les onsen. C'est parti pour la vidéo Storytime, vlog de voyage et enquête dans le milieu des influenceurs. Bonjour! Je commence déjà à aimer ce métier d'influenceur. Il y a quelques mois de ça, on m'a contacté pour participer à un voyage média dans le sud du Japon. C'est quelque chose d'assez classique quand tu commences à gagner un petit peu en popularité sur YouTube ou sur Instagram. On te propose de mettre en avant certains produits, de participer à des événements. Chris Trident, garde du corps, il y avait les rockstars, il y a aujourd'hui les youtubeurs. Et parfois de participer à des voyages pour découvrir et promouvoir un pays, une région, une ville, peu importe. Bienvenue au Canada, en Finlande, aux États-Unis, en Islande, En Jordanie, dans le Loir-et-Cher. De mon côté, et ce malgré mon immense popularité sur YouTube, je ne suis pas trop sollicité parce que je suis pas dans un network et puis je suis exilé un petit peu au Japon. Mais ce qu'on me propose assez régulièrement, c'est de participer à des voyages promotionnels quelque part dans une province du Japon. Ça s'est jamais fait jusqu'à maintenant, mais cette fois-ci, on m'a proposé le projet. On m'a dit, ça se passe à Kyushu, qui est un des endroits du Japon que je préfère, et on m'a dit, le sujet du voyage, c'est les onsen. Les onsen qui sont une des choses les plus merveilleuses du Japon et que je surkiffe. Le voyage était bien organisé, c'est la compagnie japonaise JTB qui s'occupait de ça. En plus, c'était bien payé et j'avais aucune contrainte, j'étais totalement libre de faire ce que je veux. La seule chose, c'est qu'ils voulaient que je poste quelques photos pendant le voyage sur mes réseaux sociaux, ce que je fais de toute façon quand je voyage, et quelques semaines après mon retour, et c'était le gros du travail, d'écrire un article sur mon site, icijapon.com. Beaucoup d'entre vous sûrement ne savent pas que j'ai un site internet, mais avant d'être le youtubeur à succès que vous voyez là, j'étais un blogueur, on peut dire ça comme ça. Donc on m'a contacté pour ça, et même pas pour faire une vidéo YouTube. Là je vais vous parler un petit peu du voyage, mais on m'a même pas demandé de le faire. Donc évidemment j'ai accepté, c'est le travail de rêve. On t'envoie dans le sud du Japon gratuitement, et en plus t'es payé, et tu vas faire des onsen, des bons hôtels, de la bonne bouffe. C'est incroyable comme travail. Tu m'étonnes que tous les jeunes veulent devenir influenceurs. C'est un métier qui me plaît et j'aime bien les voyages. Et ça présente certains avantages pour quand on veut aller en voyage, quoi. Puis c'est un métier qui fera jamais faillite. Elle est longue cette intro, hein. Je suis donc parti à Kyushu l'automne dernier avec mon groupe d'influenceurs, qui n'était d'ailleurs pas vraiment un groupe d'influenceurs, puisque, et c'est ça qui était très intéressant dans ce voyage, les gens venaient de 4 pays différents, déjà France, Allemagne, Angleterre et Australie, et pour chaque pays on était 3 représentants. Il y avait une personne qui était en charge de préparer un circuit touristique dans le sud du Japon, il y avait une personne qui venait d'un média un petit peu plus traditionnel, par exemple pour l'Angleterre c'était un reporter du Times, qui est un journal vraiment très traditionnel, et enfin il y avait un influenceur pour chaque pays, instagrammeuse ou blogueuse, et moi qui représentais fièrement la France. Allons enfants de la patrie. Tout le monde venait d'horizons différents, alors on parlait tous anglais donc on pouvait communiquer. L'anglais c'est extrêmement important dans la vie, je vous le dis tout le temps, mais si vous parlez pas anglais, vous vous fermez des portes, vous mettez des barrières, des clôtures, des barbelés. Apprenez l'anglais. Même un tout petit peu comme ça, tu vois, les bases, juste pour communiquer avec les gens et puis pour regarder Netflix en VO. Hi, I'm Mr. Poopy Butthole. Voilà, l'intro est finie. Donc je prends l'avion pour Kyushu, je retrouve là-bas mon crew, on me remet une petite brochure très bien faite qui explique le programme de la semaine, qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va s'arrêter, qu'est-ce qu'on va manger. Tout est timé et organisé, hein, c'est quasiment à la minute près, surtout qu'on est au Japon, c'est très carré, mais très efficace. Petit briefing vite fait, on rappelle aux influenceurs qu'il faut qu'ils postent au moins, je crois c'était 5 photos pendant la semaine, avec le hashtag, je sais pas faire le hashtag visite Kyushu, puisque toute bonne photo sponsorisée d'influenceurs a au moins un hashtag pour promouvoir. Là c'était Kyushu parce que c'est Kyushu qui finançait le voyage, donc visite Kyushu. Kyushu c'est très beau, très diversifié, il y a plein de choses à découvrir, il y a certains des meilleurs burgers du Japon, mais Kyushu c'est aussi assez éloigné du circuit touristique classique qui est Tokyo, Kyoto et peut-être un peu plus loin Hiroshima, et je pense 90% des touristes ne s'éloignent pas de cet axe. Je jette pas la pierre, hein, j'ai fait pareil lors de mon premier voyage, mais voilà, les régions comme Kyushu qui sont un petit peu plus éloignées, un petit peu plus isolées, font appel à nous, influenceurs et médias, pour qu'on montre au monde entier les merveilles qu'elle renferme. Et Kyushu, malgré tous les avantages qu'il y a, alors il y a 2 ou 3 endroits qui sont vraiment très touristiques quand même. Vous avez peut-être entendu parler de la ville de Fukuoka qui est quand même assez grosse et dynamique, et puis il y a aussi Beppu qui est un lieu super touristique au Japon. C'est un spot où il y a beaucoup de touristes, mais c'est quand même un endroit à voir à Beppu. Et il est totalement différent de ce que j'avais vu la dernière fois. Regardez-moi ça, on voit même pas le... Mais à part ça, malgré la mer, la montagne, les volcans actifs, certaines îles magnifiques, 90% du territoire, il y a quasiment personne. Et vous allez voir, je vais y revenir en fin de vidéo, mais on s'est retrouvé dans des endroits, limite ça fait peur.
Voilà, l'intro est vraiment finie, mine de rien, et pour que vous en sachiez un peu plus sur le travail d'influenceur, la caméra tourne depuis 35 minutes et 43 secondes. La première étape du voyage, je viens de vous en parler tout à l'heure, c'était Beppu, la ville super touristique de la province de Ōita. Le voyage a été sponsorisé par la province de Ōita et la province de Kumamoto, donc on a fait que ces deux provinces. Beppu, objectivement, il y a des endroits vraiment magnifiques, c'est là-bas qu'on voit les sources de couleurs bleu, vert, rouge. Ça là, c'est une photo que j'ai prise à Beppu. C'est tellement dommage qu'il n'y ait pas encore l'odorama sur les caméras et sur YouTube parce que cette ville a vraiment une odeur particulière. Je pense que certains diront que ça pue l'œuf pourri. Moi, c'est une odeur que j'associe au onsen, donc que je trouve que ça sent vachement bon en fait. Mais le problème, et je l'avais déjà dit dans une vidéo, c'est que c'est aussi beau que c'est touristique. Donc avant d'y aller, j'avais une image assez mitigée de cette ville. Et bon, ça n'a pas vraiment changé, mais quand même, grâce au tour, j'ai appris qu'il y avait quand même pas mal de petites rues, un petit peu à droite à gauche de Beppu, où il y avait alors là quasiment personne. Et on pouvait trouver des petits trucs assez sympas, genre des onsen pour les pieds, des choses comme ça, ou des petits onsen de quartier. Et surtout, et alors là c'était la première surprise du voyage, on nous a amené à un restaurant où on mangeait de la nourriture cuisinée au onsen. Je connaissais pas, ça m'était arrivé je pense une seule fois de manger des œufs qui étaient cuits à la vapeur ou à l'eau près d'un volcan, et il se trouve qu'en fait la culture de la cuisine au onsen c'est quelque chose d'énorme et de très présent à Kyushu, et on s'est retrouvé dans un restaurant où on nous a déjà le plat de bouffe, j'ai jamais vu un truc aussi coloré. Oh, les couleurs sont dingues. C'est un assortiment de légumes, poissons, crevettes, des œufs, et notre plat était préparé dans un four à vapeur de onsen qui était prévu pour ça. On plonge nos aliments crus peut-être 20 ou 30 minutes dans la vapeur de onsen, et tout ça après est parfaitement cuit. Et le pompon, c'est qu'en plus on mangeait les pieds dans une source chaude. C'était vraiment l'expérience onsen à 100%. Enfin, c'était vraiment une grosse expérience culinaire. J'ai adoré ça à Beppu. La nourriture d'ailleurs était excellente pendant tout le voyage. Je peux vous dire qu'ils nous ont mis bien. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me. In bed with my worst enemy. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Pack up and get me home. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Pack up and get me home. So put your hand in mine. Follow me. Let me waste your time. C'est la vie. Entre les dîners dans les hôtels où on t'apportait des plats à n'en plus finir, t'avais l'impression que ça s'arrêtait jamais, et les chambres d'hôtel qui étaient des fois beaucoup trop grandes, prévues pour des familles, avec des onsen privés, etc. On se sent bien vraiment quand on est influenceur, hein. C'est triple plaisir. Tout est gratuit pour toi, tout ce que tu fais c'est super confort, et en plus t'es payé. Bon, ça reste un travail quand même, hein. Certains prennent des notes, il y en a qui posent des questions. Tout le monde a toujours son smartphone ou sa caméra à la main pour prendre des photos de tous les coins. Mais dans l'ensemble, t'as quand même vachement l'impression de faire un voyage organisé classique. Le seul truc qui est un peu contraignant, c'est qu'à chaque fois que tu arrives quelque part, que ce soit dans un nouveau village ou un truc à visiter, eh ben, t'as toujours au début un speech un petit peu officiel qui dure 30 minutes, 1 heure. Et ça, pour être vraiment honnête, on s'en battait les couilles. Personnellement, c'est pas un truc que je peux montrer en vidéo parce que c'est chiant. Il n'y a aucune opportunité pour prendre des photos. Et surtout, on pourrait tellement faire autre chose de plus productif que d'écouter quelqu'un parler, surtout quand c'est pour faire une visite de 3/4 d'heure de l'office du tourisme. Je ne vise personne, mais après je vous l'accorde, le prix à payer est très faible. Alors, les onsen, puisque c'est le sujet, le thème du voyage, je peux vous dire qu'on en a bouffé, au sens propre comme au sens figuré, hein, du coup, puisque ça se mange aussi, enfin bref. Et moi, je pensais que je connaissais pas trop mal les onsen, mais en fait, j'ai découvert plein de trucs vachement intéressants. Parce que Kyushu, c'est vraiment extrêmement fort, la culture du onsen là-bas. C'est la région du Japon où tu as le plus d'activités volcaniques, donc qui dit activité volcanique, dit onsen, il y a des onsen partout, et ils sont mais vraiment tous différents en fait. Donc voici, sans plus attendre, un top 10 des infos les plus insolites sur les onsen. On est en 2020, je me dis qu'il serait temps de réhabiliter un petit peu les top 10 sur YouTube. Trouvez pas? Info numéro 1, à Kyushu, les onsen sont vraiment pas chers et assez souvent même gratuits. Et ce, en grande partie pour une raison à laquelle j'aurais jamais pensé. En fait, l'eau qui arrive chez toi, dans ta salle de bain, dans ta baignoire, c'est de l'eau de source, de l'eau des onsen. Et apparemment, cette eau, elle abîme vachement, ça doit être un peu corrosif, elle abîme vachement les baignoires. Donc si tu prends ton bain chez toi, ça veut dire que tous les 5 à 7 ans à peu près, nous dit le guide, il faut que tu remplaces ta baignoire, quasiment ta salle de bain. Ça coûte extrêmement cher. Donc les gens, les Japonais qui adorent les bains,
ne peuvent pas trop prendre de bain chez eux ici. Ils vont donc dans les onsen publics et c'est très bon marché, hein. 80 centimes d'euros, c'est génial. Le onsen, c'est pas forcément un bain d'eau chaude comme on pourrait le penser. C'est aussi beaucoup basé sur la vapeur. Déjà, on a vu qu'on pouvait cuisiner à la vapeur de onsen, mais aussi un petit peu partout dans les villages, il y a des endroits où on peut prendre des bains de pieds de vapeur de onsen. Et je suis en train littéralement de cuire, je brûle. Je pense que je peux tenir maximum 5 minutes dans le truc, mais c'est très violent. Et même des bains de tête de vapeur de onsen. J'imagine que ça doit être bon pour la peau ou un truc comme ça. En tout cas, la vapeur de onsen est très utilisée. Et ils ont raison, il y en a partout. Les villes, elles fument littéralement. T'as de la vapeur de onsen qui sort de partout. L'eau des onsen peut être gazeuse. Tout comme il y a de l'eau plate et de l'eau pétillante, eh ben il peut y avoir aussi des onsen pétillants. Ça paraît logique, mais j'avais jamais vu et j'y avais jamais pensé. On a visité un endroit comme ça où on pouvait prendre des bains de onsen pétillants. Malheureusement, comme par hasard, c'est le seul endroit où on n'avait pas le temps d'essayer les onsen. On a pu boire, on a pu goûter l'eau et effectivement j'ai pu constater que c'était de l'eau pétillante, mais on n'a pas pu plonger dedans et franchement c'était ma frustration du voyage. Je pense qu'il faut que j'y retourne en famille parce que j'aimerais trop essayer un onsen pétillant, c'est ouf. Et autre chose aussi, alors on l'a pas vu pendant le voyage, mais ça j'ai vu sur internet en faisant des recherches. Ils ont aussi à Kyushu des onsen de boue. Tu prends un bain dans de la boue chaude, ça doit être trop bien. En vrai, je pense que je vais y retourner un jour et je vais faire une vidéo spéciale sur les onsen bizarres. L'eau de onsen, d'ailleurs, je viens de vous le dire, se boit. Ça aussi, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais à certains endroits, alors je sais pas si on peut la boire partout, mais à certains endroits, on te conseille de boire l'eau du onsen. Dans l'hôtel, par exemple, l'eau du robinet, ça va être de l'eau de onsen. Et autant prendre un bain de onsen, ça a plein de vertus bénéfiques pour ton corps, autant boire l'eau de onsen, ça peut avoir aussi plein d'autres vertus du coup sur ton corps. L'eau de onsen se boit. Les onsen mixtes existent vraiment. Ça, on le sait tous que ça existe, mais c'est tellement rare que ça fait presque partie de la légende, ou alors on se demande si c'est pas un truc du Japon du passé qui a été oublié. Et effectivement, c'était surtout un truc de l'époque, mais on en trouve encore, et à Kyushu, il y en a plusieurs, on en a vu un, et je vous ai demandé à Twitter si je devais l'essayer ou pas, vous étiez vraiment chaud pour que je le fasse, mais je suis désolé, j'ai pas osé. Bon, apparemment, de toute façon, c'est que des petits vieux qui vont là-dedans, c'est pas très sexy, mais voilà, je passe l'information. Il y a des onsen mixtes à Kyushu, faites ce que vous voulez. À pas mal d'endroits dans les petits villages, on trouve des fours, ces fours à vapeur de onsen, et ils sont totalement libres d'utilisation. N'importe qui peut amener ses légumes ou n'importe quoi et cuisiner son truc, c'est gratuit. Nous, on a fait l'essai avec des patates douces. On a mis des patates douces à cuire pendant une demi-heure pendant qu'on faisait le tour d'un village. Et dans le même ordre d'idée, il y a pas mal d'endroits où aussi on voyait des paniers remplis d'œufs qui étaient plongés sous de l'eau de onsen. Et en fait, c'était des œufs durs qu'on pouvait manger librement. Ça coûtait 50 yens, donc à peu près 40 centimes d'euros, avec toujours une petite boîte à côté qui nous invitait à mettre la monnaie dedans. Mais c'est trop bien d'avoir un peu partout comme ça des œufs que tu peux manger, surtout quand il fait un petit peu froid en automne ou en hiver. Tu plonges tes pieds dans un onsen et tu manges ton œuf dur, et là je peux vous dire, t'es bien. Je me demande si avant l'invention du feu, il y avait des gens quelque part au Japon ou en Islande ou ailleurs qui faisaient cuire leurs aliments à la vapeur de onsen déjà. Vraie question, hein. Il existe des centres de remise en forme à base de onsen. On s'est retrouvé à un endroit où il y avait tout un circuit dans lequel on pouvait marcher dans de l'eau de onsen, avec des passages, avec des remous. Des fois dans le fond il y avait des galets pour faire un massage de pied. C'était vraiment adapté pour faire de l'exercice dans un onsen, avec aussi des petits endroits où on pouvait s'arrêter et regarder le paysage. Et notez aussi que c'était un endroit mixte où le maillot de bain était obligatoire. Et en général c'est le contraire, le maillot de bain est interdit, tout le monde à poil. Donc ce qui en fait un onsen très spécial. Plus d'infos sur cet endroit et tous les endroits dont je vous parle sur mon article, encore une fois, lien en description. L'eau de source qui arrive dans les onsen ou dans les hôtels, elle sort pas directement depuis en dessous de l'hôtel, elle est acheminée par tout un système de tuyauterie qui part des fois de assez loin, ça a l'air assez complexe, et en général quand on voit des nuages de vapeur d'eau s'échapper de quelque part, c'est soit qu'on est au niveau d'un onsen, soit qu'on est au niveau de la source où on creuse pour aller chercher l'eau chaude. Mais il y a des villages, ils sont tellement posés sur un onsen que presque partout où tu regardes, tu vois de la vapeur d'eau qui s'échappe, genre de l'herbe, des trottoirs, de n'importe où. T'as l'impression que vraiment le village il est posé sur une cocotte minute, c'est vraiment incroyable, moi j'adore ça. La prochaine info est pas dingue, mais si je vous la donne pas, j'aurai pas assez d'infos pour faire un top 10. Donc la voici. Dans un onsen, l'eau est généralement entre 40 et 42 degrés. Mais ça veut pas dire que l'eau elle arrive à 40 ou à 42 degrés. C'est l'établissement qui soit réchauffe, soit refroidit l'eau pour qu'elle soit à la température idéale. Ce qui est sûr, c'est que l'eau qui arrive fait au minimum 25 degrés, sinon d'un point de vue de la loi, on peut pas appeler ça un onsen. Mais parfois, l'eau elle peut sortir à genre 80 degrés. Donc un onsen naturel dont la température de l'eau n'est pas contrôlée, comme par exemple celui-là qui est littéralement en ébullition, peut être mortel. Dernière info sur les onsen, et celle-là elle n'a rien à voir avec le voyage, mais ça fait très longtemps que j'ai envie de vous la partager. De temps en temps, avec Akiko et les enfants, on part faire une journée piscine/onsen.
À environ 1 ou 2 heures de route de chez moi, il y a un hôtel immense avec plusieurs piscines, dont une immense piscine intérieure, et aussi un genre de parcours de onsen incroyable avec des ponts, des cascades, des endroits pour se relaxer à l'intérieur, à l'extérieur, etc. C'est vraiment génial. Et il se trouve qu'à cet endroit, il y a un bain pour une personne qui est en fait une baignoire, et cette baignoire est entièrement recouverte d'or 18 carats. Sa valeur, elle est de 1,2 million d'euros. Donc si vous vous demandez ce que je fais les week-ends, et ben voilà, en général, je suis en train de me prélasser dans une baignoire en or qui coûte plus d'1 million d'euros. Et alors l'anecdote dans l'anecdote, parce que j'aime bien apporter les infos supplémentaires, tu vois, creuser et trouver le petit truc, et ben c'est que ce bain, c'est même pas le bain le plus cher du Japon. En fait, l'hôtel dont je vous parle, c'est une chaîne qui s'appelle Mikazuki, et je pense à peu près à chaque fois, ils ont des onsen de malades avec ce genre de baignoire, et il y en a une, elle est en platine, et elle coûte plus de 3 millions d'euros. C'est très cher hein, pour une baignoire, et en 2007 d'ailleurs, l'enseigne s'est faite voler une de ces baignoires en or à 1 million d'euros. Au Japon, c'était sûrement le casse du siècle, et ils ont volé quoi? Une baignoire. Maintenant, toutes leurs baignoires sont ancrées dans le sol, donc on peut plus les bouger, mais ça n'a pas empêché quelqu'un, j'ai vu ça sur internet, je sais pas comment il a fait. Il y a un gars qui a réussi à découper un morceau grand comme ça dans la couverture d'or de la baignoire. Il est reparti chez lui avec un morceau d'or de 4 cm dans la poche. Qui peut faire ça? C'est pas souvent qu'on entend parler de vol au Japon, mais avouez que quand il y en a au moins, c'est original. Les voleurs japonais, tout comme les politiques japonais, savent nous divertir. Parlons bouffe maintenant, c'était du lourd, j'ai adoré, je me suis pété le ventre, j'ai découvert des trucs que je connaissais pas. Ça c'est du toriten, c'est du poulet en tempura, en friture japonaise. J'ai découvert ça hier, c'est extrêmement bon, c'est une spécialité de Kyushu, on en a encore aujourd'hui, je suis très content. Chaque hôtel, chaque restaurant avait été bien choisi, c'était beau, c'était bon, c'était varié, c'était copieux. Mais, puisqu'il y a toujours un mais, j'ai pu constater grâce à mon groupe d'influenceurs qui connaissaient pas trop le Japon que les Japonais étaient pas vraiment prêts à accueillir certains types de touristes. Par exemple, c'est arrivé à 2 reprises pendant le voyage, on s'est retrouvé au repas et sur la table on avait une grosse assiette de cheval cru. Moi ça me dérange pas tellement de voir ça, mais il y a quelques personnes dans le groupe quand même qui ont été vraiment choquées de voir ça sur la table et qui ont même pas pu y toucher. Et les Japonais, eux, ils ont même pas pensé une seule seconde que ça puisse choquer quelqu'un. Eux, tout ce qu'ils voulaient c'était mettre en avant une spécialité du coin, une tradition de Kyushu, raté. Aussi, et là c'était un petit peu plus problématique, on avait dans le groupe un vegan et une végétarienne et on a vu que les Japonais étaient pas du tout prêts à accueillir des gens qui ne consommaient pas de viande. En fait, ils pensaient qu'ils avaient pensé à tout parce qu'ils savaient qu'il y avait un vegan et une végétarienne avec nous. Donc à chaque fois qu'on arrivait quelque part, effectivement, ils avaient un plat sans viande. Mais d'après ce que j'ai vu, le plat les faisait pas vraiment kiffer. C'était beau, c'était bon, c'était copieux, mais c'était toujours du riz, des légumes, du tofu et puis des fois une petite soupe, mais c'était pas du tout diversifié, c'était que des trucs un petit peu bouilli ou cuit à la vapeur. Et alors je sais pas ce qui manquait, je sais pas trop ce que mangent les véganes en vrai, hein, mais j'imagine qu'avec des haricots, des trucs, des petites sauces, on arrive à faire des plats quand même plus diversifiés, plus sympas à manger quoi. Et je pense qu'au 2e et 3e repas, ils en avaient déjà marre, ils achetaient des trucs au combini, alors que moi au contraire, je me pétais le ventre et je finissais même les portions des autres. Et ça j'insiste un petit peu dessus parce qu'on me pose beaucoup la question hein, pour les véganes et les végétariens. Il y a encore beaucoup de travail à faire au Japon. Alors à Tokyo, on arrive toujours à s'arranger, mais quand on part à la campagne, ça devient plus difficile. Et c'est vraiment paradoxal parce que le Japon, c'est le pays développé, je crois, où on mange le moins de viande, mais ils sont quasiment incapables de cuisiner sans utiliser de la viande. Et du coup, quand tu retires ça, il reste plus que de la salade et des légumes cuits à la vapeur. J'avoue que c'est pas folichon, quoi. Les endroits qu'on a visités, il faut que je vous en parle, surtout de un en particulier. À part Beppu, qui est un petit peu le quartier général des touristes, on a fait que des endroits, des petits villages onsen un petit peu plus isolés. On se déplaçait avec notre petit bus dans la campagne de Oita et de Kumamoto. Très joli, donc c'est vraiment agréable d'emprunter les petites routes et tout, surtout qu'en plus on était en plein milieu de l'automne pendant la période qu'on appelle les koyo où t'as les fleurs rouges, orange, jaune, enfin c'était super plaisant de se déplacer. Et comme je le disais au début de la vidéo, sur Kyushu il y a une grande partie de l'île qui est désert. Pas partout non plus, hein. Il y a quand même quelques endroits qui sont relativement touristiques, mais on a vu des villages où il y avait vraiment personne. Et là on a compris que le voyage était organisé de façon à ce que, en fait il y avait 2 facettes au voyage. Il y avait une partie du voyage où on nous montrait les lieux très touristiques et puis toutes les richesses un peu des régions, on a vu des cascades, des parcs naturels, le volcan Aso. Et puis à côté, on nous présentait des endroits qui étaient vraiment très jolis, très sympas, mais qui étaient morts. Et on voyait que l'attente de la région, c'était qu'on parle de ces endroits isolés pour tenter de les redynamiser. Et quand on arrivait dans ce genre d'endroit, je pense particulièrement à un village qui s'appelle Tsuetate. On avait tous
une réaction totalement différente. Les gars en charge d'organiser un circuit touristique dans la région, ils disaient mais on peut pas proposer ça à nos clients, c'est pas possible, comment on inclut ça sur un circuit, c'est mort. Les instagrammeuses, elles se disaient mais merde, comment est-ce que je peux prendre des photos intéressantes ici, il y a que des ruines. Et moi de mon côté, dans ma tête, j'étais en train de me calculer le nombre de X-sites que je pourrais tourner dans la région parce que c'est que des trucs abandonnés. Alors, je vous dis la description du village qu'il y a dans la brochure. Ils nous disent que c'est un endroit où on peut se relaxer doucement sans se soucier du temps qui passe. Traduction, il n'y a rien à faire. Je suis désolé, mais se relaxer doucement sans se soucier du temps qui passe, ça s'appelle une retraite dans un monastère. Et encore une fois, moi je suis habitué à sillonner la campagne japonaise, à voir ce genre de village. Tsuetate, c'était sévère quand même, mais ceux qui arrivaient au Japon pour la première fois, ils étaient choqués de voir qu'il y avait une partie de la campagne japonaise qui était morte. Et il y a même des filles qui étaient vraiment tristes. Ça leur faisait de la peine de voir personne dans la rue, juste un petit vieux comme ça de temps en temps. Aucun commerce d'ouvert, aucun restaurant. Les hôtels, il y avait plein d'hôtels, mais ils étaient tous en ruine, fermés depuis au moins 20 ou 30 ans. Et il restait un seul hôtel ouvert, notre hôtel, et il faut que je vous en parle parce que c'était une expérience assez incroyable. On s'est retrouvé dans un hôtel gigantesque, clairement c'est lui qui avait cannibalisé toute la clientèle de la région, et ce qui était ouf, c'est qu'on était les seuls clients. C'était énorme, il y a des centaines de chambres et on était les seuls clients. Sans mentir, il y avait plus de staff que de clients, et le pire, c'est qu'il avait été rénové, il y avait des parties de l'hôtel qui étaient vraiment neuves. À l'intérieur, il y avait un grand restaurant, un spa immense, un game center, un bowling, et nous on était perdus là-dedans. En plus, le truc il est organisé, enfin c'est un labyrinthe le machin, on s'est tous perdus dans l'hôtel et on se retrouvait à des endroits par-ci par-là de l'hôtel, et il y avait tellement personne que je pense que si on avait croisé quelqu'un au détour d'un couloir comme ça, on aurait sursauté. C'était Shining le truc. Il y avait des filles du groupe, elles avaient peur de retourner à leur chambre toutes seules. Et à part ça, c'est un hôtel tout à fait classique, hein, vachement bien même, mais c'est juste le manque de clients, ça a donné une atmosphère incroyable. Notre hôtel il est vraiment énorme, on se perd dedans, il y a 9 étages, 3 bâtiments différents, et c'est tellement grand, et il y a tellement de trucs. Là on est dans un game center, il y a un karaoké, il y a un bowling, il y a... Regardez-moi ça. Ah ouais! Le matin par contre, et c'est là qu'on a compris comment l'hôtel pouvait survivre, il y avait plein de monde au petit déjeuner et on s'est rendu compte que pendant la nuit, enfin assez tard le soir, il y a 1 ou 2 quarts de touristes chinois qui se sont arrêtés, et en fait c'est comme ça qu'ils ont leur clientèle. C'est un lieu de passage entre les provinces de Oita et Kumamoto. Les bus de touristes arrivent tard le soir, s'arrêtent et repartent aussitôt le lendemain après le petit déj, ils restent pas sur place en fait. Et là je suis en train de penser à eux très fortement parce que je pense que 90% de leurs sources de revenus, ça doit être ces fameux quarts de chinois qui sont en ce moment interdits de séjour au Japon. Hashtag coronavirus. Voilà, c'est tout pour moi. En conclusion, en fait, ce petit voyage influenceur, c'était très bien, surtout parce que les personnes avec qui j'ai pu communiquer étaient vraiment sympas. Petit bonjour d'ailleurs à Quentin de GTB à Paris, hein, qui m'a bien aidé pour prendre les photos et tout. Est-ce que tu peux marcher sur le petit symbole, là, faire un petit passage? Non mais là t'as fait des petits pas qui sont pas crédibles. Et big up aussi à Claire de Kampai avec qui on a bien rigolé. D'ailleurs si vous voulez plus d'informations sur les endroits que j'ai visités, les noms, les hôtels, tout ça, ça se passe dans mon article sur Ici Japon, mais aussi sur le site de Kampai. Ils ont mis plusieurs articles et plein de photos en rapport avec les onsen et tout ce qu'on a fait. Bref, je vous laisse là-dessus. Partagez cette vidéo si ça vous a plu. Plus on est nombreux, plus je peux faire des vidéos d'influenceurs où je suis bien payé pour faire des onsen. À bientôt.